8h17 sur CNews, l'invité de la matinale et de Samy Sfaxi, Bruno Retailleau. Bonjour Bruno Retailleau, vous êtes sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat. Emmanuel Macron a pris la parole hier, des annonces assez dures. Obligation vaccinale pour le personnel soignant, sous peine de licenciement. C'est pas une ligne rouge qui a été franchie ? Non, je ne crois pas. D'ailleurs, Emmanuel Macron nous avait reçus avec mes collègues présidents de groupe du Sénat autour de Gérard Larcher pour un déjeuner de travail autour de la stratégie vaccinale. C'était début décembre. J'avais déjà proposé qu'il y ait cette obligation vaccinale pour le personnel soignant, pour ceux qui sont en contact avec les malades ou les plus fragiles. Vous savez, le premier principe de la médecine, c'est de ne pas nuire. On a vu ce qui s'est passé dans l'EHPAD, en maison de retraite dans les Landes. C'est vraisemblablement par quelqu'un qui n'était pas vacciné, qui était en contact avec les personnes âgées, que le variant Delta s'est propagé. Mais je pense que ça ne suffit pas. D'abord, il faut des doses. Dans mon département, la Vendée, qui accueille beaucoup de touristes actuellement, qui vont devoir peut-être demander une seconde injection. Elles sont disponibles, ces doses ? Elles ne sont pas complètement disponibles. Curieusement, on a constaté entre le mois de juin et le mois de juillet une baisse des approvisionnements. Donc, c'est très bien de vouloir faire porter sur les Français, sur le personnel soignant, une obligation, mais il faudra qu'on ait des doses, première chose. Ensuite, la stratégie vaccinale, ça ne suffit pas, parce qu'il faudra de longs mois pour qu'on ait une immunité collective, autour de 80%. Donc, il faut continuer le tracé, il faut continuer à isoler vraiment. Moi, je suis favorable des hôtels quarantaine, quand on a vraiment des cas qui sont notamment Delta. Et puis, par exemple, pour la rentrée, il faudrait très vite que le ministre de l'Éducation impose que dans chaque classe de primaire, de collège, de lycée, il y ait des capteurs de CO2 qui permettent d'avertir le moment où il faut aérer. On sait désormais que les aérosols sont des propagateurs. Voilà, c'est fondamental. Préparer l'avenir aussi avec plus d'internes en réanimation, beaucoup plus qu'on en a aujourd'hui pour les former pour demain. À l'heure où on manque cruellement de soignants et de personnel, certains nous ont expliqué au micro de CNews justement qu'ils se posaient la question de leur avenir professionnel. Ça vous interpelle pas, ça ? Bien sûr que ça m'interpelle. Mais franchement, il y a déjà pratiquement 2 milliards d'êtres humains sur la planète qui ont reçu l'un ou l'autre des vaccins. Et ça fonctionne. Voilà. Et quand on est personnel soignant, quand même, la vaccination. Grand pays de Pasteur, la raison, la science, ça doit nous dire quelque chose. Je pense que quand on est personnel soignant, on veille à ne pas contaminer ceux dont on a la charge. Ça me paraît quand même le premier des devoirs. Bon, ça c'était un premier volet. Le deuxième volet, c'est l'extension du pass sanitaire dès le 21 juillet aux endroits, aux lieux accueillant plus de 50 personnes. C'est presque inédit. Et dès le mois d'août, dans tous les restaurants, tous les cafés, tous les bars. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux restaurateurs qui, aujourd'hui, sont déjà soumis à d'énormes contraintes ? Moi, j'ai rencontré des restaurateurs qui le souhaitaient. Parce que eux ne veulent pas subir. Je ne sais pas. J'écoutais ce matin l'un de leurs dirigeants syndicaux. Beaucoup nous disent attention, nous on ne veut plus revivre ce qu'on a vécu pendant des mois, c'est-à-dire la fermeture, le blackout. Si ça doit pouvoir nous permettre de travailler, d'accueillir des clients, eh bien nous le souhaitons. En réalité, qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Ça n'est pas une obligation, c'est une incitation très très forte pour la vaccination. Franchement, la vaccination, c'est presque une obligation, Monsieur Retailleau. C'est une incitation. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'obligation. Je suis d'accord avec vous pour vous dire qu'il y a une forme de quasi-obligation. Si demain vous n'êtes pas vacciné, pardon, mais vous êtes en marge de la société. On fera très peu de choses. Mais très franchement, quel est le choix ? Quelle est l'alternative ? Soit on reste dans une situation où on est très peu vacciné. Je vous rappelle qu'en France, le niveau de vaccination est assez médiocre. Emmanuel Macron, comme il en a l'habitude, dans une séquence d'autocélébration, s'en est glorifié. Il n'y a pas de quoi s'en glorifier. On est au 49e rang ou 50e rang, je crois. Et les pays autour de nous, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit la Belgique, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne, font mieux que nous. Donc le choix, c'est ou bien on pousse en avant la vaccination, voilà, comme un vrai bouclier, ou alors on supporte demain des nouveaux confinements. Alors ça, c'est vraiment pour moi une atteinte aux libertés, et une atteinte aux libertés de tous les Français. Donc aujourd'hui, le moment est venu où on doit faire la balance, l'équilibre, entre quelques-uns qui ne veulent pas ou qui ont peur de la vaccination. C'est pas quelques-uns. Quelques-uns. Bon, assez nombreux. Ça n'est pas. Oui, mais vous avez bien vu que petit à petit, plus on avance dans la campagne de vaccination, moins il y a de réfractaires. Je vous signale qu'il y avait plus de réfractaires, ils étaient majoritaires en décembre, et ça s'est totalement inversé. Donc c'est ou bien ça, où on les écoute, c'est quelques-uns, mais ça serait au détriment de tous.
Et demain, il faudrait sans doute reconfiner. Et on met encore une fois l'économie à genoux, avec son cortège, par exemple, de problèmes mentaux, de déséquilibre psychologique, mais aussi de souffrance sociale. Le président de la République hier a lâché cette expression, la vaccination obligatoire pour tous, peut-être envisagée. Alors là, je ne sais pas comment il fait, parce que quand on pose une obligation, il faut qu'en face, en contrepartie, on mette une sanction. Alors là, je ne vois pas bien quel type de sanction on pourrait y mettre. Vous l'avez dit vous-même, je pense que l'extension du pass vaccinal est déjà une incitation pour moi très, 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 très forte. Voilà. Simplement, je redis que la vaccination, ça n'est pas la panacée. Emmanuel Macron se trompe en construisant une stratégie, tout simplement parce qu'on n'aura pas les 80 ou 90% qui nécessitent, par exemple, une immunité collective. Et donc, on aura peut-être demain, après un variant Delta, un variant Oméga, qui serait pire. Et donc, il faut faire ce qu'on n'a jamais pu faire aujourd'hui. Il faut bien sûr dépister, séquencer beaucoup plus qu'on ne le fait. La France ne séquence pas suffisamment, donc on avance dans le brouillard, beaucoup trop. Il faut aussi rétrotracer, comme font les Japonais, et il faut isoler vraiment les gens. C'est ça qu'il faut faire. C'est notre talon d'Achille aujourd'hui ? C'est notre talon d'Achille. Projetons-nous dans l'avenir. On a toujours, à chaque fois, ce qui est frappant, c'est qu'on manque d'anticipation. Je vais vous en donner un exemple. On pilote la crise sanitaire par les hospitalisations. L'an dernier, on était au mois d'août, il y a eu un décret pour le numerus clausus, vous savez, de ceux qui demain seront des réanimateurs. On est passé de 72 à 74, alors que déjà on a un déficit en France de 329 et que bientôt, dans les 5 prochaines années, 300 réanimateurs partiront en retraite. Donc on est toujours en retard d'une guerre. C'est ça le problème. Donc, OK, que chaque Français porte une responsabilité, bien sûr, il faut aussi que le gouvernement prenne les siennes. Hier, c'était le candidat Macron ou le président Macron ? C'était un peu des deux. J'ai d'ailleurs trouvé que le candidat était bien sévère avec le président Emmanuel Macron, puisqu'il a listé un certain nombre de choses. Le candidat listait ces choses qu'il voulait faire, parce que le président de la République, Emmanuel Macron, ne l'avait pas fait. C'est le cas pour la dette. Il a dit, par exemple, pour les jeunes, je ne mettrai pas, en plus de la dette climatique, sur leur dos la dette financière. Mais il aurait été un des présidents. Je ne vous parle même pas de la dépense Covid, hein. On est bien d'accord. Il aura été un de ceux qui aura le plus augmenté la dépense publique. Cette année, le Haut Conseil des finances publiques a montré que sur les 66 milliards d'augmentation de la dépense publique, il y en avait 41 milliards qui n'étaient pas du tout dus au Covid, qui étaient des dépenses ordinaires. Donc ça continue. Les retraites, il nous a parlé de retraites. On va y venir. Qu'est-ce que vous auriez fait, qu'est-ce que vous auriez proposé justement pour contrer cette 4e vague qui, de toute façon, va arriver sur notre territoire ? Moi, je vous l'ai dit, dès le mois de décembre, je lui ai proposé l'obligation vaccinale pour les soignants, le personnel soignant et ceux qui sont en contact. Je l'aurais fait, dès le début de la vaccination. Première chose. Et je l'ai dit encore une fois, j'aurais beaucoup mieux tracé, j'aurais plus séquencé. Pourquoi il y a un problème de séquençage en France ? Pourquoi est-ce que la France séquence pratiquement 10 fois moins que la Grande-Bretagne ? Séquencer, ça veut dire savoir qu'est-ce qu'on a en face de nous comme type de virus. On décrypte la carte d'identité, le génome, tout simplement parce qu'on a tenu à l'écart le privé. Tout simplement qu'on a fait la même erreur qu'il y a 1 an pour le dépistage, où seuls, au départ, les labos publics faisaient le dépistage. On a fait la même chose pour le séquençage. Pour les classes, je vous le disais encore une fois, on sait que désormais, c'est les aérosols, beaucoup plus que les gouttelettes, qui sont des facteurs de contamination. Pourquoi est-ce qu'on n'équipe pas, ça coûte 50 à 60 euros, dans une classe, les capteurs de CO2. Ça permet de dire, quand ça devient rouge, ou même certains sont équipés d'un signal sonore, on ouvre les portes, on ouvre les fenêtres. Voilà, il faut se préparer. Encore une fois, il faut anticiper. Vous parliez justement de ces écoles et de nos enfants. Passe sanitaire dès 12 ans, c'est pas un peu tôt ? Non, à partir du moment où il n'y a pas de souci, alors je crois que c'est avec le Pfizer, mais à partir du moment où les médecins nous le recommandent, je pense que c'est important parce qu'on voit bien qu'avec le variant Delta, ce sont les plus jeunes désormais qui sont atteints et qui peuvent contaminer. Donc si on veut demain atteindre ce matelas vaccinal, ce bouclier vaccinal, il faudra aussi que les adultes prennent leurs responsabilités, mais aussi que nos enfants puissent être vaccinés. Bon, il y avait un volet économique aussi hier, lors de la prise de parole du président de la République. Notamment, ça ne vous a pas échappé, la réforme des retraites, qui revient sur la table. Est-ce qu'on est... Non, elle ne revient pas sur la table ? Non. Une annonce. C'est une annonce. Il a soumis à 2 conditions la réforme des retraites. Première condition, l'épidémie sous contrôle.
Très bien, on voit ce qu'il en est quand on aborde la 4e vague. Et deuxième condition, une reprise installée. Là aussi, je veux dire qu'il y a un rebond de la croissance en France, très bien, après une forte dépression. Mais on voit bien que c'était une annonce. Dans la même phrase, quelques phrases avant, il nous a indiqué que l'épidémie, on en avait non seulement pour l'année 2021, mais sans doute aussi pour une partie de l'année 2022. Et on sera au présidentiel. Donc voilà, la réforme des retraites, il a dit « Coucou ». Je suis là, je veux réformer. En fait, il aura été le seul président de la République depuis 20-30 ans à ne pas assumer une réforme des retraites. Pour autant, est-ce que cette réforme des retraites, elle paraît encore quelque part justifiée après justement cette crise sanitaire, après la crise économique, en tout cas en amont de cette crise économique qu'on va vivre? Est-ce qu'il ne faut pas repenser tout simplement le système? Mais justement, si on veut sortir du système, vous savez, 78% des Français pensent que la France est en déclin. Il y a un sentiment d'appauvrissement. Les Français ont perdu en 20 ans par rapport aux Allemands à peu près un niveau de vie, mais l'équivalent de 5 000 euros. On ne peut se redresser qu'en travaillant plus au cours d'une vie. On est un des pays d'Europe, un des pays développés, de l'OCDE aussi, où on interrompt le plus tôt le parcours. Et ce faisant, on reporte sur le dos des jeunes générations, cette charge. C'est-à-dire que demain, les jeunes, parce qu'on n'aura pas fait le travail, parce qu'un président de la République n'aura pas pris la décision d'augmenter progressivement bien sûr, de façon équitable, de 62 par exemple à 64 ans, l'âge de départ à la retraite, eh bien c'est eux qui devront porter sur leurs épaules le poids des pensions qui seront terribles, parce qu'il y aura de plus en plus de retraités par rapport à moins en moins d'actifs. C'est ça aussi, si on veut inventer le monde de demain, il faut sortir de ce qui nous a embourbé depuis des années en France, entre la retraite à 60 ans avec François Mitterrand, avec la gauche toujours les 35 heures, on a, subi un effondrement de notre niveau de vie, on s'en ressent encore. Donc si vous aviez été au pouvoir, vous auriez mené cette réforme des retraites dès la rentrée? Mais je l'aurais menée. Et donc vous auriez fracturé une nouvelle fois le pays entre ceux qui sont pour cette réforme, ceux qui sont contre, ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés, ceux qui sont pour le vaccin. Vous comprenez qu'il y a une accumulation de différents clivages justement dans notre pays? Des clivages que le président de la République aura creusés profondément. Dans son bilan, il y aura ces fractures, parce qu'en s'adressant, en donnant les mots au public qui l'écoute différents, à chaque public il s'adapte, il fait de la segmentation marketing, il creuse les fractures. Mais moi, ce que j'aurais fait, c'est le président de tous les Français. Dès la première année du quinquennat, j'aurais réformé les retraites. Mais il a été pris, là encore une fois, dans ses contradictions. Souvenez-vous, pendant sa campagne présidentielle, il avait indiqué qu'il ne toucherait pas à l'âge de départ, les 62 ans. Et du coup, il nous a inventé une usine à gaz dont il vient de reconnaître, il y a un mois, qu'elle était sans doute trop complexe et qu'elle était à l'origine d'incompréhension. Et donc, il a totalement embourbé cette réforme des retraites qui aurait été, j'en conviens bien, dû être décidée, votée bien avant. Mais je pense que c'est une mesure d'équité. Si on veut trouver l'argent, il a parlé des 1 000 euros pour les petites retraites. Et là, je suis parfaitement d'accord, je le partage. Mais si on veut avoir de l'argent, et non pas à nouveau de la dette pour financer les petites retraites au-dessus de 1 000 euros, mais justement, il faut trouver des économies, il faut trouver un mode de financement qui sera le recul de l'âge du départ à la retraite. On va finir sur un petit mot de politique, Bruno Retailleau. Xavier Bertrand, il ne ferait pas un bon candidat pour la droite en 2022? Mais il y en a plusieurs, j'en connais plusieurs. Il ira de toute façon, lui ira. Vous êtes pour une primaire... Oui, moi je suis... écoutez, pour l'instant, personne n'écrase le match. On est dans une démocratie. Dans les sondages, il est crédité, en tout cas, de près de 18%. Oui, face à d'autres candidats. C'est positif. Non, mais bien, je ne suis pas en train de vous dire que Xavier Bertrand n'est pas un candidat crédible. Simplement, je suis en train de vous dire que personne n'écrase le match et que donc il faut une compétition qui soit franche, qui soit loyale. Par ailleurs, moi j'ai observé que tout le monde a déploré la formidable abstention. Faire voter pour une primaire, c'est faire participer les gens. Si on veut que les gens participent à la vie politique française, ça commence par le choix des candidats pour une élection qui est décisive, qui est absolument clé pour l'avenir. Je pense, moi, vous savez que Emmanuel Macron aura sans doute un des bilans les plus modestes de tous les présidents de la Ve République. Si on veut redresser demain la France, on n'a pas parlé de l'insécurité, on n'a pas parlé des jeunes. Enfin, on va une fois de plus proposer une sorte de RSA pour les jeunes. C'est-à-dire qu'à chaque fois en France, on ne réforme rien. On ne développe pas, par exemple, beaucoup l'alternance pour permettre aux jeunes de mettre le pied à l'étrier professionnel. Et on va justement leur proposer un revenu de subsistance. Parce qu'il ne faut pas croire qu'avec ce revenu d'engagement, les missions locales, notamment qui s'occupent des jeunes qui ont des difficultés, pourront avoir les moyens de les accompagner. J'y crois pas un instant. Donc, une fois de plus, on va avoir une formule qui est l'assistanat. Une fois de plus, on ne s'attaque pas
aux causes, qui est l'effondrement de notre système de formation. On est en train de dévaluer le bac en France. Et une fois de plus, on traite par toujours plus d'assistanat, d'argent public, de dépenses publiques, les problèmes qu'on n'a pas eu le courage de traiter à la racine. C'est de cela dont il va falloir que l'on parle. Et la primaire de la droite pourrait être justement le moment où chacun, avec des personnalités différentes, puisse porter un projet, des convictions vraiment de droite, parce que je pense que les Français majoritairement sont de droite. Je ne pense pas qu'ils veulent une droite à l'autre-ciel sur l'ordre, sur la justice, sur le mérite, sur Justement, le travail, quelle sera sur votre l'immigration. pouvoir politique justement sur ces questions-là? C'est une droite de conviction et de courage. Les Français en ont absolument marre de l'insécurité, c'est la chienlit. Il faut réformer la justice, c'est plus possible. Il faut réformer aussi l'immigration. Regardez, le jeune Théo est mort parce qu'il y avait un multirécidiviste sénégalais, certes en situation régulière, mais multirécidiviste. Ça veut dire qu'il n'était pas expulsé. Je lui dis, désolé, quand la France offre l'hospitalité de son territoire, de son système social extrêmement généreux à des étrangers et qui ne respectent pas notre loi, c'est dehors, automatiquement. Merci Bruno Retailleau. Je rappelle que vous êtes sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat. C'est à vous Olivier.